Près d'une semaine après l'ouverture de la campagne électorale, c'est toujours le calme plat dans certaines villes du Burkina. Constat dans ce journal à Kongoussi, là-bas vous allez le voir, les populations attendent toujours les candidats. La hache de guerre définitivement enterrée à Namisigma depuis 6 mois, la société minière True Gold a repris ses activités. La construction de la mine est achevée à 73%, un apaisement à mettre à l'actif d'un groupe de contact mis en place par le gouvernement. Explication dans ce journal. Majorité absolue en Birmanie pour le parti de Aung San Suu Kyi, c'est officiel. Recluse et persécutée pendant près de 15 ans par le régime, la dame de Rangoon est désormais en bonne position pour gouverner, mais comme on va le voir pour le moment, elle a le triomphe modeste. Encore une contre-performance pour les étalons, le 11 national a été battu hier, cette fois à Cotonou par les écureuils du Bénin. Des étalons peu inspirés devant les buts, le film du match dans un instant. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. 6 jours après l'ouverture officielle de la campagne électorale, certaines villes du Burkina attendent toujours les candidats. C'est le cas de Kongoussi. Dans cette ville, en dehors de quelques affiches par-ci et par-là, c'est le calme plat. Aucun meeting à signaler jusqu'à présent. Constat, Alexis Ouedraogo, Christophe Da. La campagne électorale a atteint son paroxysme à Kongoussi, à en juger par ses affiches au grand rond-point de la ville. Mais à y voir de plus près, la réalité est toute autre. En ville ici, pour le moment, c'est porte-à-porte ils sont en train de faire, mais les dirigeants sont en train de faire les campagnes dans les différentes communes. En ce début timide de campagne électorale, certains électeurs attendent d'en savoir plus sur le programme de société des partis pour faire le choix de leur candidat. Mais d'autres ont déjà une idée de celui à qui ils accorderont leur voix. J'ai déjà fait le choix de mon candidat pour le jour du scrutin présidentiel. Mon choix, c'est celui de la majorité. Il faut qu'ils viennent exposer leurs idées pour qu'on sache à qui vraiment faire confiance. À côté de cette ambiance morose, 5 jours après le lancement officiel de la campagne électorale, l'un des sujets qui anime les débats est la mesure interdisant les gadgets. La campagne cette année, il n'y a pas de distribution des t-shirts. En tout cas, c'est une très bonne chose. Avant, on nous distribuait les t-shirts, le sel et bien d'autres choses. Si l'interdiction des gadgets est dans l'intérêt de tous, c'est la bienvenue. Du reste, la population de Kongoussi dans le BAM et ses plus de 30 000 électeurs souhaitent des élections apaisées et qui gagne le candidat qui le mérite. Les choses devraient bouger davantage dès demain avec l'ouverture de la campagne pour les législatives. Journée internationale de la paix et de la tolérance. La commémoration a débuté hier à Léo. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du Premier ministre Yacouba Isaac Zida. L'occasion de rappeler une fois de plus le lien étroit entre tolérance et paix. C'est un message lancé à tous les citoyens. Amadou Lougué. C'est en 1981 que l'Assemblée des Nations Unies a institué la Journée internationale de la paix, célébrée chaque 21 septembre de l'année. Plus d'une décennie après, en 1995, l'UNESCO adopte une déclaration de principe sur la tolérance, une déclaration proclamée le 16 novembre de chaque année. Compte tenu des contraintes liées au délai imparti à la transition, le gouvernement de Burkina Faso décide de commémorer en même temps les 2 journées, et c'est Léo dans la Sicile qui abrite les festivités commémoratives, un événement qui coïncide également avec le processus électoral en cours au Burkina Faso. Je tiens encore à inviter toutes les populations et tous les acteurs politiques à cultiver les valeurs de tolérance et de paix pour des élections apaisées, libres et transparentes, dont les résultats, sans contestation, conduiront le Burkina Faso vers des lendemains meilleurs. Au cours de cette cérémonie, plusieurs communications ont été faites sur des thèmes en lien avec les valeurs de la paix et de la tolérance. On doit accepter les limites de chacun, on doit accepter les erreurs aussi, on doit accepter que nul n'est parfait et que de ce fait, chacun a quelque chose à apporter pour la construction du pays. Au-delà de cette journée commémorative à Léo, des séries d'activités, dont une tournée de théâtre-forum, de causeries éducatives, de conférences, de concours de sketch et de poèmes, sont également au menu du programme.
La Cour de cassation reçoit du 109. Deux présidents de chambre et 6 conseillers nommés en juillet dernier ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions. C'était ce matin à Ouagadougou au cours d'une audience solennelle, un renfort qui devrait permettre à la Cour de faire face avec plus de diligence aux multiples sollicitudes. Ernest Kambiré. Ce sont deux présidents de chambre et 6 conseillers, tous magistrats de grade exceptionnel, qui ont été installés dans leurs fonctions en qualité de membres à la Cour de cassation. L'audience d'installation s'est voulue sobre mais ô combien solennelle pour ces nouveaux magistrats près la Cour de cassation nommée le 30 juillet dernier. Vous venez renforcer les effectifs de la Cour au moment où nous en avons le plus besoin. Étant tous des magistrats de grade exceptionnel, vous avez tous les compétences nécessaires pour assumer les tâches qui vous seront confiées. En tout état de cause, les collègues de la Cour sont tous disposés à vous apporter l'aide et le concours nécessaires en cas de difficulté. Désormais magistrats à la Cour de cassation, ils sont chargés de statuer sur les pouvoirs en cassation formés contre les arrêts et les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire. De nouvelles missions à eux confiées, perçues comme une consécration dans la carrière de magistrat. C'est d'abord des sentiments de satisfaction et de savoir aussi que j'ai non seulement l'expérience, mais aussi les qualités professionnelles pour occuper une fonction au niveau de la Cour de cassation. Ça me fait énormément plaisir. Loin d'être une simple promotion, pour chacun d'entre eux, ces magistrats tous pétris d'expérience ont reçu les félicitations et les encouragements de leurs devanciers. Chacun a été invité à mieux faire pour dynamiser la chambre qui lui sera confiée par un traitement diligent des dossiers. Retour à présent sur le sommet Europe-Afrique sur la migration qui vient de se tenir à Malte. Les travaux se sont achevés hier dans l'après-midi. Principale conclusion, la création d'un fonds de 1,8 milliard d'euros pour financer des projets de développement sur le continent. L'ambiance des travaux avec Yacouba Gamene et Aboubakar Sayon. Réunis à Malte, au bord de la mer Méditerranée, pour le sommet sur la crise migratoire, les dirigeants africains et européens ont convenu de la création d'un fonds fiduciaire pour empêcher le départ massif des jeunes Africains vers l'Europe et les drames humanitaires qu'il engendre en Méditerranée. Ce fonds d'un montant de 1,8 milliard d'euros va permettre de financer le développement en Afrique, notamment les projets de création d'emplois pour les jeunes. Le président du Faso, Michel Kafando, a fait cas de l'expérience du Burkina Faso en la matière. Au niveau de la délégation du Burkina, nous avons posé le problème en termes de responsabilité aussi bien des pays africains que des pays européens. Au niveau des pays africains, nous avons pensé que les pays, les gouvernants des pays en développement, notamment des pays africains, devraient donner la priorité à l'emploi des jeunes. J'ai donné l'exemple du programme socio-économique d'urgence de la transition. Nous avons dégagé des ressources à partir de la réduction du train de vie de l'État, de quelque chose comme 50 millions de dollars, 25 milliards de francs CFA. Et nous sommes arrivés à donner 3 000 emplois à des jeunes. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont salué la création de ce fonds et souhaité que son montant soit relevé au regard des besoins et des nombreux défis à relever. Avec ce fonds-là, qui va démarrer en 2016, on pense que des pays directement visés comme le Burkina et même des pays aussi qu'on appelle les pays éligibles parce qu'ils sont voisins des pays qui sont les premiers concernés, comme la Côte d'Ivoire, bénéficieront de ressources vraiment adéquates pour véritablement régler la question de l'emploi des jeunes dans les différents pays pour éviter ce phénomène de l'immigration. L'Union africaine a préconisé plus de flexibilité dans la gouvernance du fonds et souhaité que les conditions d'accès soient plus inclusives. Et puis en marge de ce sommet sur les migrations, Michel Kafando s'est entretenu avec les Burkinabés vivant à Malte. Il a été notamment question des difficultés qu'ils rencontrent pour l'obtention d'un titre de séjour. La situation socio-économique au Burkina a également été évoquée. Yacouba Gamene, Aboubakar Sayon.
Poignée de main entre Michel Kafando et les membres de la délégation burkinabé vivant à Malte. Une rencontre voulue par le président du Faso pour écouter les doléances de ses compatriotes qui ont migré sur l'archipel maltais. Au premier rang de leurs préoccupations figurent les difficultés rencontrées pour l'obtention des titres de séjour. Michel Kafando a rassuré de la disponibilité de son gouvernement et de la représentation diplomatique à trouver des solutions à cette question. Il a par ailleurs expliqué les mesures prises par le sommet de Malte pour résoudre les problèmes liés à la migration. La rencontre a également permis de discuter de la situation politique nationale, notamment du coup d'État manqué du 16 septembre dernier et des prochaines élections dont la campagne est en cours. Le chef de l'État a expliqué les raisons de la non-participation des Burkinabés de l'étranger à ces scrutins. Intégrité, exemplarité et disponibilité, ce sont les valeurs que le président du Faso souhaite que les compatriotes de Malte intègrent pour mériter le respect du pays hôte et pour l'image du pays d'origine, le Burkina Faso. Retour au Faso, le Fonds commun genre vient de souffler ses 10 bougies, 10 ans d'action et beaucoup d'acquis. Les partenaires techniques et financiers du fonds étaient aujourd'hui chez le Premier ministre. Ils sont allés lui faire le point de 10 ans de vie et présenter leurs ambitions. Moussa Ouedraogo, Ismaël Diloma Sirima. Fin du 10e anniversaire du Fonds commun genre. Les partenaires techniques et financiers sont allés faire le point des activités de la décennie au Premier ministre. Ils ont également profité faire un plaidoyer pour les années à venir. Le premier concerne en fait la participation des femmes. Comme vous le savez, il y a une loi sur le quota au niveau donc du Burkina Faso, mais son application n'est pas effective. Comment faire en sorte dans ce contexte électoral qu'on applique cette loi et surtout quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en place par le gouvernement de la transition pour que les autres gouvernements qui vont se succéder non seulement appliquent la loi de quota sur les 30%, mais assurent l'égalité aussi dans le quota qui est donc de 50%. La deuxième problématique concerne en fait le financement des initiatives genre. Et donc nous avons souhaité qu'il y ait davantage de ressources du budget national qui soient investies dans les interventions qui visent particulièrement la promotion de la femme et de la fille. Les grossesses en milieu scolaire, de même que celles précoces et autres abus divers à l'endroit des femmes, sont au cœur des prochains défis du Fonds commun genre. Les membres du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Ouagadougou, eux, étaient hier chez le président du Conseil national de la transition. Au menu des échanges, les missions de l'Ordre et les maux qui minent le corps médical. Le président du Conseil régional s'exprime ici au micro de Amandine Lalsaga. Nous avons pensé qu'il était important, avant la fin de la transition, de rendre une visite de courtoisie au président du Conseil national de transition pour lui présenter les missions réalisées par le Conseil régional de l'Ordre des médecins de Ouagadougou, qui est la plus grosse région ordinale parmi les 4 qui existent, et aussi lui expliquer les difficultés que nous rencontrons et attendre de lui beaucoup de conseils, puisque ces difficultés sont inhérentes à la mise en œuvre de la loi votée à l'Assemblée, donc ça relève de ses prérogatives. Alors les difficultés que nous rencontrons, ce sont des difficultés financières, dans le cadre de la mise en œuvre donc, du plan stratégique qui a été élaboré par l'Ordre des médecins. Si nous prenons les détails, la traque des faux médecins dans la cité, ça génère autant de dépenses qui n'étaient pas prévues par les dispositions réglementaires. Donc aujourd'hui, il faut trouver les moyens pour continuer cette mission publique de protection de la population. Et il a promis de relire nos documents et de nous apporter tout le soutien nécessaire, ce d'autant plus que nous avons déjà posé des actes qui montrent que nous sommes au service public et il est de son intérêt de nous apporter un soutien puisque lui également est là pour la protection de la population pour un intérêt public.
Les députés du groupe Alliance pour la République et la démocratie font le point de leurs actions au sein du CNT. Un bilan présenté hier à Koudougou. Les députés de l'ex-majorité ont saisi l'occasion pour appeler tous les acteurs politiques au bon sens pour que la campagne électorale et le vote se passent dans de bonnes conditions. Paul David Bambara, Frédéric Etienne Bassenga. Le groupe parlementaire Alliance pour la République et la démocratie fait le bilan de sa contribution au Conseil national de la transition. À Koudougou, les députés membres de l'ex-majorité sont allés faire le point de ce qu'ils ont fait dans le cadre de la production législative et des missions de contrôle de l'action gouvernementale. Le nombre minoritaire que représente le groupe ARD n'a pas affecté sa capacité de contribution à la réalisation des missions du CNT. Loin s'en faut. Car, pour jouer sereinement notre mission, nous avons fait ce mot juste, qui veut que ce ne soit pas la majorité qui fait la vérité, mais la vérité qui doit rallier la majorité. Et dans cela, nous n'avons pas eu tort, car par moment, même si le fait minoritaire, ou du moins le fait majoritaire, a milité en faveur de l'adoption de certaines lois, il reste que la vérité se fait toujours au grand jour, condamnant les lois d'émotion à leur triste sort. À cette rencontre, les députés membres de l'ex-majorité ont appelé les uns et les autres à la tolérance et à la courtoisie pendant ces campagnes électorales. Ils espèrent que la CENI fera un bon travail pour qu'au soir du 29 novembre prochain, les résultats soient acceptés de tous. En 2014, le Burkina Faso a reçu 553 milliards de francs CFA au titre de l'aide au développement. C'est ce qui ressort d'un rapport présenté mercredi dernier à Ouagadougou. Ce volume connaît une légère baisse par rapport à 2013. La plus grosse part est revenue au secteur de la santé, à l'agriculture, l'eau et l'assainissement. Konsoun Koulibaly, Zalissa Sanfo. Environ 553 milliards de francs CFA. C'est la somme que les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso ont injectée dans le pays sous forme de dons ou de prêts. L'agriculture, la santé, l'eau et l'assainissement et l'éducation représentent 59% de cette aide. Ce rapport sur la coopération de développement fait ici montre que l'appui de l'année 2014 est en baisse d'environ 8% par rapport à celui de 2013. La raison évoquée, la crise socio-économique qui a secoué le pays, mais pas seulement. L'aide qui a baissé, cela est dû essentiellement au fait que nous avons eu d'abord des coopérations qui étaient à la fin. Nous avons la coopération, vous vous rappelez que l'ambassade des Pays-Bas a fermé. Et c'était un acteur important dans le financement qu'ils apportaient. Fournir un rapport sur l'aide au développement est devenu presque une exigence pour le pays des hommes intègres dans un souci de transparence. Ça permet donc à l'ensemble des acteurs, des partenaires surtout, de pouvoir se retrouver et d'avoir un document de référence. C'est le but de ce rapport, donc d'être un outil d'information et aussi de permettre à la population de savoir qu'en général, voici un certain nombre de partenaires qui interviennent et qui financent. La Banque mondiale est en premier rang au classement des partenaires du Burkina Faso en termes de fonds alloués. Elle est suivie de l'Union européenne, puis des États-Unis classés 3e. Je vous le disais en titre, la mine d'or de Namisigma a repris ses activités depuis bientôt 6 mois. Sur le site, les travaux de construction avancent bien et sont achevés à 73%. Un apaisement à mettre à l'actif du comité de suivi et de liaison. C'est un groupe de contact initié par le gouvernement pour un dialogue permanent entre la société True Gold et les populations riveraines de la mine. Il vient de tenir sa première session à Wayuguya. Issa Kafando, Draman, Guinée. Sous la présidence du ministre des Mines, le comité de suivi et de liaison de la société minière True Gold tient sa toute première session ici à Wayuguya. Ce cadre permanent de dialogue tripartite entre le gouvernement, la mine et les populations riveraines
vise à prévenir les crises lors des exploitations minières. C'est une approche que le gouvernement de la transition a maintenant pour favoriser justement des exploitations apaisées et justement des ressources minières de notre pays. Ce comité est installé en août dernier et déjà les résultats sont palpables. Il y a eu des cas d'indemnisation des propriétaires terriens, il y a eu des structures qui sont venues poser des situations pour réclamer quand même qu'ils soient pris en compte dans certaines démarches de recrutement d'entreprises ou l'employabilité. Donc à chaque fois nous avons un circuit de la mairie au niveau de la mine et chaque fois que le problème est posé, nous acheminons ça auprès de la mine. Qu'ils expriment leurs besoins et nous à notre niveau aussi nous allons exprimer nos besoins et de cette façon nous allons pouvoir arriver à des points d'accord et pouvoir avancer. Grâce aux négociations engagées par le gouvernement, cette mine de Namisigma a rouvert porte en mai dernier, après 6 mois de suspension d'activité. Actuellement, les travaux de construction avancent avec 73% de taux d'exécution et le premier lingot d'or est attendu ici en début 2016. Bientôt la semaine du film scientifique. Rendez-vous du 16 au 18 novembre à partir de lundi donc à Ouagadougou. L'événement est organisé par l'Institut de recherche pour le développement et l'Institut Goethe que nous réserve cette semaine du film scientifique. Les organisateurs ont rencontré la presse pour donner des détails. Isaka Ouedraogo, Abdul Rasmane Zongo. Du 16 au 18 novembre s'ouvre dans une dynamique partenariale la semaine du cinéma scientifique à Ouagadougou. L'Institut Goethe et l'Institut de recherche pour le développement IRD sont les organisateurs et expliquent les tenants et aboutissants de l'initiative. Un projet très pertinent et bien par rapport à la découverte de sciences à un public cible qui est plutôt jeune et qui va peut-être découvrir aussi leur curiosité par rapport à les sciences. Donc, le thème de cette année, c'est le dérèglement climatique. Et nous avions voulu savoir si dans la ville du FESPACO, on pouvait faire et attirer un public sur le film scientifique, qui est, je dirais, une discipline très particulière, mais dont la recherche pour le développement et le pays Burkina Faso a excessivement besoin. L'association des journalistes scientifiques du Burkina participe aussi à l'événement. Les projections, elles, se dérouleront à l'amphithéâtre de l'Université de Ouagadougou et à l'Institut Goethe. Sport à présent, les étalons continuent d'enchaîner les contre-performances. Hier à Cotonou, le 11 national a manqué une fois de plus de réalisme face aux écureuils du Bénin. Défaite 2-1, c'est un match qui compte pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le film du match avec Lassina Sawadogo. Les étalons peuvent nourrir des regrets à l'issue de ce match aller face aux écureuils du Bénin au stade de l'Amitié. Eux qui ont fait le fouet pour se faire battre face à une équipe béninoise sans repère aucune qui n'en demandait pas mieux. Déjà à la dernière seconde de la première période et contre toute attente, le Bénin obtient un penalty sur une faute de la paire Yago Bako. Stéphane Cesséon transforme. Fin de la première période. Une période dominée par une équipe du Burkina qui semblait avoir retrouvé son élan avec un 11 qui a fière allure. Bertrand Traoré va manquer son duel face au portier béninois à la 13e minute. Une occasion qui méritait bien meilleur sort dans un match si important. Les étalons ont le pied sur le ballon mais ont du mal à concrétiser. Bertrand est sanctionné à la surprise générale sur ce ballon. Jonathan Putrapa à son tour sera contrarié par la défense béninoise, surtout que l'arbitre ferme les yeux sur cette faute. Le Bénin peut bien être heureux du score à la pause. Préjus Nakoulma présent en attaque sera récompensé sur cette frappe. Un but à l'extérieur qui fait du bien et qui concrétise la domination des étalons. Préjus Nakoulma de loin le meilleur étalon et encore à la réception de ces ballons à la 71e minute. Son but est cette fois refusé. Hors-jeu décelé par le premier assistant. La fatigue est là. Charles Caboret, victime d'un mauvais coup, va céder sa place à Adam Anguira. Les étalons souffrent.
Les écureuils retrouvent un second souffle. Guerre Notre est sans réaction. Et ce ne sont pas les solutions pourtant qui manquent. En face, Omar Tchomogo lui a déjà épuisé ses remplacements. Sans jus, les nôtres vont céder à la 85e minute. Match retour mardi prochain au stade du 4 août. Sport toujours, mais loin des terrains avec ces révélations de dopage généralisées dans le milieu de l'athlétisme en Russie. Après les dénégations, le pays fait preuve désormais de bonne volonté et annonce de grandes mesures. Objectif, éviter les sanctions et notamment la suspension des athlètes russes des prochains Jeux olympiques. Moscou propose de remettre les compteurs à zéro, alors que la Fédération mondiale d'athlétisme doit décider ce soir si la Russie est bannie des futures compétitions. Le ministre russe des Sports se dit prêt aujourd'hui à créer une nouvelle agence antidopage. Un geste de bonne volonté, alors que le système de corruption et de dopage généralisé dans l'athlétisme russe a été dévoilé par un rapport de l'Agence mondiale antidopage ces derniers jours. La Fédération internationale se réunit en fin de journée dans son quartier général de Monaco et pourrait décider d'écarter les sportifs russes des prochains Jeux olympiques. Une catastrophe pour ce pays habitué à récolter à chaque édition de nombreuses médailles en athlétisme. Et le nouveau laboratoire antidopage russe, s'il est créé, pourrait même être dirigé par un spécialiste étranger, dit-on à Moscou. C'est dire si la Russie est prête à tout pour ne pas être exclue des concours d'athlétisme. En Birmanie, c'est officiel, le parti de Aung San Suu Kyi remporte la majorité absolue dans les deux chambres du Parlement. La dame de Rangoon est désormais en bonne position pour gouverner. Mais la Constitution, dans son état actuel, lui empêche d'accéder au pouvoir, ses enfants ayant la nationalité britannique. Sa victoire était acquise, mais cette fois, elle est officielle et complète. Ce vendredi, la commission électorale a annoncé que le parti d'Aung San Suu Kyi avait obtenu la majorité absolue dans les deux chambres du Parlement birman. D'après les derniers résultats, la Ligue nationale pour la démocratie remporte 348 sièges, ne laissant que des miettes au parti issu de la junte militaire. Les héritiers de l'ancien régime pourront toutefois s'appuyer sur un quart de députés militaires non élus. Après 15 ans en résidence surveillée, la dame de Rangoon se retrouve donc en position de gouverner. La Constitution, taillée sur mesure contre elle, lui interdit théoriquement d'accéder à la présidence, ses enfants ayant la nationalité britannique, mais elle affirme avoir un plan pour contourner cette difficulté. Ses partisans attendent son signal pour laisser éclater leur joie publiquement. Aung San Suu Kyi a donné la consigne d'attendre les résultats définitifs, ce qui ne devrait plus tarder. À présent, la revue de presse des quotidiens, les journaux passent au crible aujourd'hui les conclusions du sommet de Malte sur la migration. Aimé Solange Guigma. Aujourd'hui, 13 novembre 2015, les journaux rebondissent sur le sommet de Malte sur la migration. L'observateur Palga nous apprend que l'Union européenne se dit prête à débloquer jusqu'à 1,8 milliard d'euros pour financer des projets de développement et accessoirement freiner l'exode, même s'il se demande bien que vaut ce fonds face à cet océan de misère dans lequel l'urgence est partout et à tous les niveaux. Pour l'Obs, bien plus que ce fonds, c'est d'un véritable plan Marshall que l'Afrique a besoin pour sortir de l'ornière et retenir sur place ses fils. Citoyen nous rapporte que pour la CEDEAO, la voie de l'avenir, c'est celle de la collaboration et du partenariat. Le pays estime que la solution juste serait que l'on rende à l'Afrique sa liberté économique pour en faire un partenaire véritable à même de valoriser à son profit son immense potentiel de ressources naturelles et humaines. Et il faut également un engagement des Européens à mettre fin à leur soutien aux dictatures qui créent les injustices sociales à l'origine des conflits qui mettent les populations sur le chemin de l'errance. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Passez un bon début de week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.